Salut mes petits historiens, je suis de retour, ça y est, évidemment. Alors pourquoi je suis de retour? Parce que pour la passion, pour l'histoire, tout ça, pour l'argent. J'ai vraiment créé ça, bon bref. Aujourd'hui les amis, je me suis dit on va changer un peu de thème, on va passer sur du latin. Alors évidemment on reste sur l'histoire évidemment, mais on va parler donc, du coup de la royauté jusqu'à la République. En gros on va voir les rois légendaires romains, les rois étrusques et la naissance difficile de la République. C'est pour aider nos chers 5e et 4e. Ça y est, je suis en 4e, donc voilà, ça pourrait les aider. D'ailleurs, les amis, du coup, je me suis dit, pourquoi pas aider les gens à l'école. Donc du coup, je vais faire maintenant que des cours de 5e, 4e, 6e, bon bref. Comme ça vous aidera pour les cours et pour les évaluations, voilà. N'hésitez pas à me demander si vous voulez que je vous aide sur un truc. Bon bref, c'est parti, on commence, c'est parti. Du coup, ça commence par les rois légendaires. Alors évidemment, il y a une fondation légendaire. Comme on dit, Rome ne s'est pas construite en un jour. Vous l'avez? Bon bref, c'est pas grave. Alors du coup, tout commence au 8e siècle avant Jésus-Christ. Mais on va commencer plus tard, parce que 8e siècle avant Jésus-Christ, certes c'est le siècle de la fondation de Rome, mais on va remonter un peu plus en arrière, c'est-à-dire vers le 12e, 11e siècle avant Jésus-Christ. Donc à ce moment-là, il y a eu la guerre de Troie, et un certain Énée faisait partie du camp des Troyens. Bon, spoiler, les Grecs vont gagner, parce que oui, c'était contre les Grecs, donc bref, c'est compliqué. Finalement, donc les Grecs vont gagner, mais Énée, seul survivant des Troyens, réussit à s'enfuir avec son père sur le dos, sa femme et ses enfants. Ils feront un long périple, passeront par Carthage justement, et arriveront du coup en Italie. Ensuite, il reçoit un signe des dieux pour dire que ça y est, et dans la région de Latium, ils font la ville d'Able. Alors ensuite, il y aura plein de successeurs et tout, mais c'est pas le sujet. Et on passe directement au 8e siècle avant Jésus-Christ. À ce moment-là, c'est un roi sage et plein de sagesse qui règne au pouvoir, Numitor. Mais son frère, Amulius, bon, il veut le pouvoir. Et Numitor a une fille, Rhea Silvia. Bon, Amulius réussit à dégager son frère Numitor, qui l'exile, et fait de sa fille, Rhea Silvia, Vestale. En gros, elle devient prêtresse pour la prêtresse du feu, enfin du foyer Vesta. C'est l'équivalent grec de Hestia. Bon bref, on s'en fiche pas le sujet. Malheureusement, évidemment il a fait ça déjà pour pas qu'elle se marie, mais malheureusement, le dieu Mars, qui est Arès pour les Grecs, va la voir, il veut se marier, il va avoir 2 enfants, Romulus Rémus. Bon, ça ne plaît pas à Amulus, hein, évidemment, mais il envoie, parce que sinon il va salir les mains, un esclave pour aller tuer les 2 bébés. Bon, évidemment, l'esclave il veut pas tuer les 2 bébés, parce que sinon ça ferait pas pour gentillesse, hein, mais non, parce que les dieux, bon, ils vont être en colère, quoi. Donc il les jette dans un panier sur le Tibre, comme ça. Si jamais il meurt, ce sera pas de sa faute. Bon, évidemment, Amulius, qui a appris la nouvelle, décide de tuer Rhea Silvia, mais elle se fait sauter par sa cousine. Bon, Rhea Silvia, on n'entendra plus parler d'elle. Donc ensuite, les bébés Romus et Rémus traversent le Tibre dans leur panier, et finalement, il arrive vers une Louvre qui les allaite, puis elle les confie à un berger, Faustulus. Les 2 garçons vont grandir, dégager Amulius et rétablir Numitor, mais bon, il veut pas prendre la succession d'Albe, ils veulent fonder leur propre ville. Donc, il s'éloigne un peu de la ville d'Albe et, bon, évidemment, il faut savoir qui va construire la ville. Pour ça, on entend le signe des dieux. Romulus va monter sur le mont Palatin et Rémus sur un mont. Bon, évidemment, c'est Romulus qui gagne. Il voit 12 vautours qui est un tribu principal de Jupiter, l'équivalent de Zeus pour les Grecs. Mais Rémus n'en voit que 6. Donc, par conséquent, c'est Romulus qui construit la ville. Donc, pendant qu'il trace les frontières, bon, évidemment, Rémus, pour le provoquer, rentre dans sa ville, enfin dans les fortifications, et le provoque. Bon, évidemment, il se fait tuer. Bon, il y a d'autres versions, mais voilà. Bon, il était plus judicieux qu'il devienne roi de la ville d'Albe plutôt que provoquer son frère Romulus. Bon, bref. Romulus commet donc à fratricide, c'est-à-dire en gros qu'il tue son frère. Voilà, comme ça, une petite définition, comme ça fait plaisir. Du coup, il va y avoir une période qu'on appelle les 4 rois légendaires. Alors, légendaires, c'est-à-dire qu'en gros, ils sont mythiques. On ne sait pas s'ils ont existé. Ils sont composés de, entre 753 et 612, de Romulus, Numa Pompilius, Tullus Hostilius et Ancus Marcus. Alors, il va y avoir deux moments importants. Tout d'abord, sous Romulus, l'enlèvement des Sabines. Alors évidemment, Romulus, quand il construit sa ville, il n'y a pas beaucoup de monde, parce qu'il est dans un endroit désert. Il accueille tout ce qui est vagabond, paysans, bon bref. Mais, ils ont besoin de femmes. Et donc, heureusement, il y a un peuple voisin, les Sabins. Ils vont embêter les Sabins et surtout leurs Sabines. Puis, ils vont dégager les Sabins de la ville et ils vont prendre les Sabines. Bon, évidemment, les Sabins vont pas se laisser faire. Et grâce à une fille qui va les aider à rentrer dans la ville, ils vont rentrer à la ville, sauf que les Sabines vont arrêter le combat et les Sabins et les Romains les Latins vont s'unir en un seul peuple.
Et c'est comme ça que dans plusieurs rois romains, il va y avoir des Sabins. Bon, ensuite, donc il y a Numa Populus, mais ça on s'en fiche, on passe à Tullus Hostilius. Il va y avoir les Horaces et les Cuiraces. Alors c'est un peuple hostile à Rome, enfin au latin justement, qui va défier les Romains. Ils vont ramener, les peuples hostiles vont ramener 3 Cuiraces, les Romains 3 Horaces. Et donc du coup ils vont se faire la guerre. Alors les 2 Horaces sont tués, mais heureusement le dernier Horace tue les 3 Cuiraces, évidemment, hein, gloire pour Rome, amélioration du territoire, bon bref. Ensuite on a Ancus Marcius. Malheureusement en 612, bon, les Étrusques, un peuple très puissant d'Italie, qui était le plus puissant à l'époque, envahit le Rome et prend le pouvoir. C'est le début des rois étrusques. Il y en a 3. Tarquin l'Ancien, Servius Tullius et Tarquin le Superbe. Et donc là, on appelle les rois étrusques parce qu'on a plus de sources, en tout cas de titres livres, etc., les historiens romains. Donc Tarquin l'Ancien et Servius Tullius vont du coup agrandir la ville, construire des canalisations sur Servius Tullius, etc., etc. Il ne va pas y avoir de moments importants. Sous Tarquin le Superbe, par contre, c'est là on va commencer à parler de chapitre 2, l'instauration difficile de la République romaine. Alors du coup, Tarquin le superbe, hein, pas parce qu'il était superbe, bon bref, voilà, vous avez compris, c'est pour se moquer plutôt. Mais du coup, malheureusement, Tarquin le Superbe, en 509 avant Jésus-Christ, se demande qui va être son successeur. Peut-être Tarquin le Jeune, son fils, il va voir justement ça. Il accompagne donc ses fils, sa femme, mais aussi un certain Brutus. Alors Brutus le bête, c'est tout simplement parce que le mec faisait passer pour un bête alors qu'en réalité il était super intelligent, on en parlera plus tard. Donc du coup ils vont voir l'oracle de Delphes, donc qui était un oracle très puissant à l'époque. Il va annoncer que celui qui embrassera la mer deviendra le successeur de Tarquin. Bon, évidemment Brutus, qui est plus intelligent que ça, va embrasser le sol parce qu'évidemment la terre, c'est la mer. Tarquin va pas le comprendre, il va croire qu'il est bête, qui augmente la légende de Brutus le bête. Et donc arrivons la même année en 509 avant Jésus-Christ, Tarquin le Jeune, il viole une certaine Lucrèce. Et son père, Collatin, il est pas content. Parce que Lucrèce se suicide après, de honte. Et donc du coup, Collatin va appeler son ami Brutus, qui va soulever le peuple et l'armée, que dire, parce qu'évidemment l'armée c'est beaucoup plus important que le peuple, hein. On en a marre des royalistes, on veut la guerre. Donc du coup, il dégage justement les royalistes, Tarquin le Superbe, et prend le pouvoir, il devient le premier consul. Bon, malheureusement ses fils vont être dans un complot des royalistes, il va les faire exécuter, et on a le fameux tableau de David qui illustre surtout la Révolution française. D'ailleurs, petite parenthèse, mais en parlant de David, pendant la bataille des Horaces et Cuiraces, en 1785, David appelle le serment des Horaces. Et évidemment, attention, ne allez pas me dire, oui, c'est comme ça qu'est né le serment romain. Écoutez, ce n'est pas... Le serment romain n'a jamais existé. À part dans ce tableau, il n'y a jamais le serment romain. Mais beaucoup de gens pensent qu'avec ce tableau, on a la preuve du serment romain. Mais on a le signe romain. Mais à part ça, on n'a pas vraiment d'autres preuves. Donc, par conséquent, le serment romain n'existe pas. On continue. Donc, du coup, je disais, Tarquin le Superbe, il va pas se laisser faire. Il va essayer, avec les royalistes, d'envahir leur bon Brutus, qui va gérer les républicains, va affronter les royalistes. Sauf que le chef des royalistes s'entretue avec Brutus, qui était le chef des républicains. Mais ça permet aux républicains de gagner et de fonder la République. Et donc du coup, ils vont installer tout ce qui est système politique. Bref, on a compris. Merci beaucoup d'avoir vu mes vidéos, c'est mes petits historiens. Alors ça fait longtemps que j'avais pas repris de vieilles vidéos comme ça, où j'expliquais que brièvement des cours. Mais j'espère reprendre assez les vidéos et atteindre les 200 abonnés. Ça serait cool. Allez, je vous dis ciao ciao.